Eh bien, bonjour à tous. Pour conclure sur ce matin, je vais vous présenter un peu les différents fonds de la médiathèque du patrimoine et de la photographie qui peuvent intéresser l'histoire de l'architecture. Et le placement des intervenants est assez habile car la médiathèque reprend en fait des caractéristiques des différentes institutions qu'on a pu voir ce matin et se place aussi un peu à la confluence des questionnements sur les collections et les archives, car si tout est archive, je suis archiviste de formation, donc voilà, je m'inscris vraiment dans la continuité du Code du patrimoine. Tout est archive, mais nous avons quand même des fonds un peu organiques qui sont le fruit d'un producteur et des choses plus éparses que nous rassemblons. Et à la médiathèque, nous avons décidé de ne pas faire de choix. Nous avons et des collections et des fonds d'archives, et tout ça forme une seule chose. Et c'est exactement la même chose pour nos supports et nos typologies. Alors, je sais qu'il est assez tard, donc je vais essayer de faire plus court que prévu. Juste un petit mot pour vous donner les deux principales caractéristiques des fonds que nous conservons à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Ce sont d'abord des fonds qui se caractérisent par leur très grande hétérogénéité de supports et de formats. Nous avons des archives, des papiers, des plans, des photographies sur tout support, peut-être pas de parchemin, mais voilà, c'est très large et ça embrasse toutes les catégories. Et la deuxième caractéristique, qui est la principale finalement, c'est que nous sommes sur un tout petit secteur, un tout petit corpus, puisque pour les archives, vraiment, nous ne traitons que des monuments historiques au sens défini par le Code du patrimoine, c'est-à-dire un patrimoine présentant un intérêt tel du point de vue de l'histoire, de l'art et des sciences que l'État a décidé de le protéger et donc d'empêcher sa destruction et d'en assurer sa conservation. En termes de chiffres, ça représente 46 000 édifices qui bénéficient de cette protection depuis le 19e siècle et 285 000 objets ou ensembles mobiliers. On va se concentrer uniquement ici sur les objets, sur les édifices, pardon. Et donc ça, c'est la partie vraiment monument historique. Et notre deuxième jambe, c'est la photographie qui est née en fait de la volonté de protéger ce patrimoine et qui a connu beaucoup d'aléas sur lesquels je ne reviendrai pas, qui fait qu'aujourd'hui, nos fonds photographiques, c'est à la fois la mission héliographique de 1851 et c'est également de la photographie contemporaine avec des dons de photographes que nous continuons. Donc, je l'ai illustré ici en vous montrant Viollet-Duc d'un côté et une des premières vues de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est aussi ce genre de choses parce que du coup, le périmètre de collecte de la médiathèque, qui est un service à compétence nationale qui dépend du ministère de la Culture. C'est l'administration des monuments historiques et de l'archéologie, d'une part. C'est du coup les archives des architectes en chef des monuments historiques. On y reviendra. Et donc, ce patrimoine photographique de l'État. Pour l'archéologie, je n'ai pas résisté à vous montrer des calques, des relevés de Lascaux, que nous conservons aussi. Pour les plans, c'est plus traditionnel. Et vous voyez là les photos de Ronis dont je parlais. Ce qui fait, c'est affreux, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il y a trois types d'acteurs qui produisent des documents que nous collectons. C'est l'administration des monuments historiques, qui se décline dans différents autres acteurs. La commission des monuments historiques, qui a été créée en 1837, les premières listes de protection, c'est 1840. L'inspection générale des monuments historiques, qui est même légèrement antérieure. L'administration actuelle, qui continue au ministère. Donc tout ça, nous continuons de le collecter et ça rentre toujours à la médiathèque. Donc ça, c'est d'une part l'administration qui s'occupe de protéger, de repérer le patrimoine à protéger et ensuite de s'assurer qu'il est correctement conservé, donc par un contrôle scientifique et technique et par le suivi des travaux qui s'y déroulent. L'administration d'un côté, le corps des architectes en chef des monuments historiques qui a été créé à la fin du 19e siècle. Il y avait évidemment des architectes avant qui s'occupaient de ce patrimoine protégé, c'est juste qu'ils étaient attachés à la commission des monuments historiques ou qui dépendaient du ministère des cultes. Donc ce corps d'architectes en chef qui a longtemps eu l'exclusivité des travaux sur les monuments classés, qui maintenant a perdu ce monopole sur tous les monuments classés, mais qui continue de le faire par défaut sur les monuments classés État. Donc un corps d'architectes qui a l'obligation de verser ses archives à la médiathèque du patrimoine et de la photographie, obligation qui lui a été rappelée dans les années 1980. Donc nous collectons les fonds d'architectes en chef et de la même manière rentrent les fonds d'architectes du patrimoine qui interviennent sur du patrimoine protégé. C'est une des conséquences de la réforme sur la maîtrise d'œuvre. Donc, à chaque fois qu'il y a protection du patrimoine et travaux sur ce patrimoine protégé, il y a des documents et ces documents, vous les trouvez à la médiathèque. Pour mémoire, on a également des archives privées qui entrent à la médiathèque, qui viennent compléter les fonds, là, dans une politique assez courante de centres d'archives qui complètent les choses. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas,
j'espère que ce n'est pas le cas. Vous avez nos 2 sites, nous sommes en région parisienne, à Charenton-le-Pont et à Saint-Cyr dans les Yvelines. Le site pour consulter nos documents, c'est à Charenton-le-Pont. Vous avez une photographie de notre salle de lecture. Et généralement, avant de venir nous voir, vous consultez nos 2 bases de données. Je les ai mises là parce que je vais y faire référence après. Alors, c'est magnifique. Ceux qui savent, ça c'est l'IGO d'un côté. On en a un peu parlé pour les ANOM et d'autres services d'archives. Donc, c'est tout ce qui est archives vraiment, donc documents papier. Donc là, ce ne sera jamais que des inventaires, un peu de documents numérisés, mais très peu. Et de l'autre côté, le site POP, pour plateforme ouverte du patrimoine, car on a de l'humour au ministère, qui, lui, présente les édifices protégés, c'est juste une notice, et surtout met en ligne nos photographies numérisées. On fait l'indistinction, en mauvais archivistes que nous sommes, entre archives papier et photographie. Voilà. Après vous avoir dit que tout était archive, vous allez voir que mon propos va déconstruire à peu près tout ce qui est dit en archivistique. Il n'y a pas de respect des fonds et on sépare nos documents. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des inventaires très bien faits qui vont vous dire comment retrouver tout ça. Voilà. Alors justement, la présentation, je l'ai divisée en 4 parties qui suivent les différentes typologies de documents qui peuvent vous renseigner sur l'architecture. Donc, vous voyez déjà que ce principe de respect des fonds est mis à mal. Alors, les premiers documents et les plus importants chez nous, ce sont les plans. Les plans, pour des raisons évidentes de conservation, ne sont pas gardés avec les documents papier qui nous arrivent. Ils sont mis à plat dans des magnifiques meubles que vous voyez là. Moi aussi, j'ai fait le tour des magasins pour cette présentation, pour trouver des photos récentes. Donc, ce sont à plat. Et pour ceux que vous voyez en rouleau sur les photographies, c'est juste qu'ils sont trop grands pour entrer dans les tiroirs. C'est pour ça qu'ils sont conservés en rouleau. 250 000 plans à peu près, qui remontent au début du 19e siècle. Notre plage chronologique, c'est toujours la même, c'est 1830 à nos jours. On n'a rien avant. Et quand il y a des plans qui documentent des monuments historiques protégés, donc comme ça peut être protégé à partir de 1830, si le plan est du 18e siècle, par exemple, la médiathèque ne va pas l'acquérir. Elle va le laisser aux archives départementales, puisque c'est le ressort du territoire. Nous, on se concentre uniquement sur la protection et la restauration des monuments historiques. Donc, nous n'aurons pas de plan de construction du monument, nous n'aurons des plans qu'à partir du moment où il a été protégé au titre des monuments historiques. C'est une distinction très importante et c'est vrai qu'on ne communique pas assez dessus. Voilà, si vous faites l'histoire d'un bâtiment en entier, nous, on n'interviendra qu'à partir du moment où l'État s'est intéressé à lui pour le protéger. Donc, 250 000 plans et 44 000 qui sont aquarellés. Là, vous en avez quelques-uns parmi les plus beaux, puisque ces documents sont produits à la fois par l'administration et surtout par les architectes. Les plans, c'est quand même le fruit des architectes et ils marchent souvent en diptyque au moment des travaux. C'est-à-dire que l'architecte vous fait un relevé du monument sur lequel il va intervenir, un état actuel, et il vous fait un projet. Donc là, vous avez le cas pour le Mont-Saint-Michel, sur lequel Édouard Corroyer est intervenu, puisque la Commission des monuments historiques a protégé cet édifice en 1862 pour lancer une série de travaux destinés à le restaurer, voire à le restituer. Et donc Corroyer a, c'est sur votre gauche, fait un état actuel du Mont-Saint-Michel en 1873, et juste à côté, sa version qu'il proposait pour le restituer. Ces documents sont très beaux et c'est fait exprès, puisque c'est ça qui va inciter la commission à choisir un architecte plutôt qu'un autre. Donc, il y a une valeur esthétique originelle très forte sur ces documents qui en font en fait aussi presque des pièces de musée, hein, il faut le dire, et qui suscitent toujours un fort enthousiasme. Ça, c'est vraiment la partie, j'allais dire, la plus sexy du plan d'architecture qui continue. Il y a une vraie tradition de plans d'architecture qui se poursuit tout au long du XXe siècle et qui est avant les travaux. Pendant les travaux, les plans n'ont pas la même valeur esthétique. Et à partir du XXe siècle, on a des calques qu'on pourrait qualifier de vilains, qui ne sont pas sans poser de gros problèmes de conservation, puisque le calque est souvent fragile et qu'il se déchire et que toute manipulation peut lui être fatale. Alors, comment les manipule-t-on à la médiathèque? Pour ceux qui sont venus, on ne les communique pas directement en salle de lecture. C'est vous qui venez au plan. On vous emmène cérémonieusement dans cette planothèque et plus ou moins sous surveillance selon votre degré de familiarité avec ces documents. Et ça évite du coup des sorties hasardeuses et des manipulations qui peuvent être fatales aux documents. Alors, nos plans, vous l'avez vu juste là, croyez-moi sur parole, ils sont organisés géographiquement. On le disait tout à l'heure, la clé d'entrée, souvent, c'est la localisation. Et pour nous, c'est très simple. Ordre des départements, ordre alphabétique des communes,
ordre alphabétique des édifices au sein de la commune quand vous êtes dans des grandes communes. Donc, en fait, c'est un peu une collection, si je puis me permettre, puisque c'est quelque chose qu'on continue d'alimenter. Vous avez un architecte en chef qui verse ses plans, et nous, on va aller séparer les plans, les photographies, les archives. On va prendre les plans et ensuite, on va les répartir selon les villes où il est intervenu et les édifices. Donc, pour le dire différemment, si vous le respect des fonds, je vous disais, c'est une notion qui n'existe pas, puisqu'en fait, on a toujours été le service de documentation en fait, des monuments historiques, et petit à petit, on s'est constitué en service d'archives. Donc, on est toujours sur cette double logique. Ce qui fait que si vous travaillez sur l'édifice, vous êtes vraiment ravis, parce que dans une même pochette, vous avez tous les plans, depuis le moment où il a été protégé jusqu'à nos jours. C'est bien pensé. Si vous travaillez sur un architecte, vous êtes un peu plus ennuyé, parce que nous, on n'a pas de fonds d'architecte, puisque le fonds, quand il arrive, on le répartit selon les édifices sur lesquels l'architecte a travaillé. Donc, si vous nous dites que vous travaillez sur un architecte, on va vous répondre oui, mais quel édifice en particulier? Donc là, bon, on connaît bien nos architectes, donc on va vous aider, mais c'est une logique un peu différente. Ceci dit, il y a toujours des exceptions à l'exception, et pour quelques grands architectes quand même, nous n'avons pas eu à cœur de démanteler en fait cette production, puisque en fait les versements nous arrivent de façon très aléatoire. Soit l'architecte n'a plus de place dans ses locaux et du coup nous verse ses documents, soit il part en retraite, soit il est parti à la retraite, il a transmis à son successeur et c'est le successeur du successeur qui nous transmet les plans. Donc on peut avoir des versements qui sont vieux, dont les documents ont plus de 80 ans. Soit il y a une inondation, voilà, l'histoire du producteur est vaste. Donc du coup, il y a des moments où on a un versement, on sait que c'est un grand architecte puisqu'il est mort ou il est en retraite, et donc on n'a pas à cœur de démanteler ce fonds et on va le garder comme tel. Donc on a quelques fonds d'architectes assez prestigieux, par exemple Abadi, ou là vous en avez d'autres, Bodo ou Froidevaux, de manière plus récente, en particulier tout son travail de reconstruction de la Manche. On a gardé aussi des îlots assez cohérents. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune logique. Et du coup, que faire? Il faut juste envoyer un mail à la médiathèque ou nous appeler avant pour nous demander ce qu'on a si vous ne vous retrouvez pas dans nos données, ce qui est souvent le cas. Et juste un petit focus parce qu'on aime beaucoup. Il y a une mission de... Alors, pardon, mais il y a une mission de relevé de monuments en Algérie, puisqu'on ça fera le lien du coup avec les ANOM. Et donc, c'était la mission du Toit et Balu aussi. Et donc, vous avez quelques très, très beaux plans qui sont des relevés de mosquées ou de ruines antiques. Donc ça, c'est différents plans. Et vous voyez là que, en fait, j'allais dire c'est presque contemporain, mais bon, pas tout à fait, parce que c'est plutôt 20e siècle. Mais on voit aussi l'évolution du plan au fur et à mesure de l'année. Alors, ces plans, la commission a toujours cru qu'ils avaient une forte valeur. Et en fait, ça fait partie des premières choses qu'elle a mises en avant. En 1855, elle a fait paraître déjà une publication sur les principaux documents qu'elle collectait, puis ensuite qui a été remis à jour en 1898. On s'inscrit toujours dans ce travail de description du plan à la pièce. Alors ça, c'est vraiment une logique documentaire muséal, parce qu'en archive, normalement, plus on a des masses, plus on traite au dossier. Et là, on va vraiment décrire le document à la pièce, ce qui fait que pour vous, c'est une formidable valeur ajoutée, parce que sur notre base d'archives, comme vous le voyez là sur votre décidément droite, vous voyez qu'on décrit une pièce et vraiment de façon très approfondie. Alors, c'est pareil, vous ne pouvez pas le voir, c'est juste derrière le petit encart, mais pour certains documents les plus précieux, on les a aussi numérisés et donc ils sont disponibles sur notre base d'archives. J'ai parlé de 250 000 plans tout à l'heure, il y en a plus de 120 000 qui sont décrits à la pièce actuellement et disponibles en ligne. Il y en a quelques centaines qui sont numérisés. Voilà à peu près à grands traits sur les plans. Et parce que c'est la médiathèque, nous avons le fonds d'Eugène Viollet-le-Duc, qui est le grand homme chez nous. Et ce fonds a été intégralement numérisé et sera mis en ligne dans les prochaines semaines. Donc, c'est 6500 dessins. Oui, voilà. Mais en même temps, c'est le grand homme chez nous. Donc là, vous avez le plan pour Notre-Dame, le concours de 1843. Vous avez Vézelay, qui est son premier grand chantier, et Narbonne et Pierrefonds. Sachant que le fonds de plan, si on peut dire, de Viollet-le-Duc ne correspond pas à tout le fonds Viollet-le-Duc chez nous, parce qu'il est rentré sur 100 ans à peu près. Les dernières arrivées, c'est 2012. C'est les héritiers, et puis il y a une dation. Parce que ça montre aussi la diversité de nos fonds. C'est des plans, mais c'est aussi des dossiers de travaux qui documentent sur le procédé de restauration des édifices protégés. Alors, ces dossiers d'archives, là, je vous ai montré un exemple. Pendant longtemps, c'était juste des mémoires ou des rapports qui venaient en fait
justement pas illustré, mais qui venait donner plus de poids au plan que l'architecte présentait à la commission. Il y avait le plan et il y avait ce qu'il comptait faire, en fait. C'était la traduction en mots de ce qu'il présentait. Donc, ça s'appelait mémoire, étude. Ça pouvait même être dans le devis, hein, tout simplement, avec des éléments très financiers. Là, c'est ce que vous voyez aussi dans le budget. On a ce genre de documents chez nous. Et ça s'est petit à petit structuré. La grande date de naissance, j'allais dire, de la formalisation administrative, c'est 1985, quand l'administration des monuments historiques a demandé aux architectes de produire les études, projets architecturaux-techniques et dossiers documentaires des ouvrages exécutés. C'est les 3 typologies de rapports qui scandent la restauration d'un monument. L'étude, c'est avant, le PAT, c'est pendant, et très important, le dossier documentaire des ouvrages exécutés, c'est après. Donc, c'est ce qui vous dit ce qui a été réellement fait. Et ça, c'est toujours du texte et des plans. Et à partir de 1985, ça se met en place parmi les architectes en chef, et c'est ça qu'on continue de collecter aussi. Donc, on a ce type de choses, et ça nous arrive, après c'est un peu technique archivistique, mais ça nous arrive à la fois par l'administration qui est chargée du contrôle de ces travaux, donc qui nous envoie directement ces documents, et on le retrouve dans le fonds des architectes en chef quand ils nous versent. Donc, on a ce double mode d'arrivée, sachant que dans les fonds des architectes, il y a plus de documents qui viennent éclairer. On ne conserve pas 2 fois le même document. Donc, ce qui est bien, c'est que comme on a 2 modes d'arrivée, on est sûr d'en avoir au moins un, en fait, pour le dire clairement. Donc, nous, après, on ne va pas conserver 2 fois pour des problèmes de place, mais on s'assure du coup de l'intégrité des fonds comme ça. Donc, les fonds de la CMH, on a le même outil merveilleux. Là, on a à peu près plus de 2000 fonds à la médiathèque et des fonds de la CMH, on a plus d'une centaine. Donc, voilà, le titre d'architecte en chef, ça date de 1893 et les architectes, je vous disais, peuvent verser plusieurs fois au cours de leur carrière. Donc, c'est assez aléatoire. Et il vous suffit sur notre base archive de rentrer le nom de l'architecte en chef pour voir ce qu'on a sur lui. Parce qu'on a pris le soin de décrire chaque dossier avec ce nom d'architecte. Pour nous, c'est vital. Vous avez 2 choses qui sont vraiment très importantes, c'est la localisation et le nom de l'architecte. Et par localisation, ça comprend évidemment le nom de l'édifice aussi. Voilà à quoi ressemble la base archive. Donc là, je vous ai fait juste le test. Vous avez à la fois un fonds d'architecte en chef et ce que je vous présentais rapidement, le dossier des ouvrages exécutés. Donc, vous avez ces 2 modes d'accès, mais pour vous, c'est très transparent puisque le moteur de recherche vous permet de retrouver la chose juste avec votre nom d'édifice, votre nom de ville ou votre nom d'architecte. Donc, c'était plus pour vous montrer les différentes possibilités. Alors ensuite, 3e typologie, un peu plus technique, ce sont ce qu'on appelle justement les relevés techniques du centre de recherche sur les monuments historiques. Le centre de recherche, c'est un des services qui compose la médiathèque, puisque je ne l'ai pas dit, mais la médiathèque a été créée sous cette forme actuelle en 1996, et c'est l'adjonction de plusieurs services cousins, en fait, qui étaient la documentation des monuments historiques, les archives photographiques et le centre de recherche sur les monuments historiques, qui avait été créé en 1942 et qui avait pour mission, en fait, de faire des relevés pour illustrer le second œuvre dans la construction. Donc, toutes les techniques anciennes de construction. 1942, c'est aussi un moment où il y avait où les architectes pouvaient être manqués d'ouvrages. Et donc, du coup, on les a missionnés pour faire ces relevés vraiment très techniques sur des détails de construction. Donc, ça peut être les serrureries, les forgeries, les portes, beaucoup de détails. Il y a à peu près 22 000 relevés, puisque en fait, les architectes allaient sur le terrain, faisaient des croquis et après mettaient au net en revenant en agence ou dans leur bureau. Et ça c'était piloté donc, par ce qui s'appelait à l'époque l'Office de documentation sur les monuments historiques, qui maintenant est le CRMH et qui fait partie de la médiathèque. Ces relevés, la forme est assez identique depuis 1942. Ils portent toutes les mêmes informations habituelles. Et il y a eu une forme de valorisation qui est un peu plus accessible que le relevé que vous venez de voir, c'est les albums du CRMH, pour ceux qui connaissent. Ça a été lancé à la fin des années 90 et ça se poursuit. Il y en a 1 ou 2 qui paraissent par an. Donc là, vous avez un exemple sur les plâtres. On en a fait paraître un sur les épis de fêtage. Il y en a un autre qui va venir sur... sur quoi le dernier ? Je crois que c'était sur les... Enfin, voilà, c'était épis de fêtage et un autre sur la céramique aussi. Donc voilà, c'est une forme de valorisation d'une documentation très technique. Et la dernière forme de valorisation, c'est que nous avons numérisé et mis en ligne tous ces relevés qui sont donc sur notre base archive et pareil, qui sont décrits au document. Ils ont été considérés comme des plans. Donc il y en a 22 000, il y en a 6 000 là quand j'ai revérifié hier, il y en aura 22 000 d'ici 2 mois à peu près. Et ça couvre donc toute la France. Et ça vous permet en fait d'être le pendant de
plus technique sur les dossiers de protection. Voilà à peu près. Dans cette catégorie un peu de relevé technique, j'ai également mis la photogrammétrie, qui était pareil, qui a été pilotée par le Centre de recherche sur les monuments historiques. C'est quelque chose dont ils se sont saisis exactement à la même époque, parce que le premier relevé date de 1942-44 et avait été commandité par l'architecte en chef Jean-Pierre Paquet sur la Sainte-Chapelle à Paris. Donc c'est quelque chose qui court jusqu'aux années 80-90, parce que c'est le Centre de recherche sur les monuments historiques qui avait la maîtrise d'ouvrage sur cette entreprise. Après, il a délégué ça à 4 partenaires différents. Et il y en a un qui a supplanté les autres, qui est le service de l'inventaire général, qui s'est fait après une spécialité de la photogrammétrie. Mais ça, c'est un peu une lecture mathématique du coup de l'édifice, qui vient apporter un autre regard que celui de l'architecte purement. Et de la même façon, ce fonds photogrammétrique, nous l'avons mis en ligne, numérisé et mis en ligne, pareil, avec une description à la pièce. Donc là, vous voyez un peu, mais si vous tapiez sur notre moteur de recherche, alors, si vous tapez Strasbourg et cathédrale, vous aurez beaucoup de résultats. Mais si vous tapez Strasbourg, cathédrale, relevé, vous allez tomber forcément là-dessus. Voilà, ce moteur de recherche ressemble un peu à Google. Donc, en fait, pour les archivistes, on est complètement perdu. Mais pour le grand public, ce qui est quand même la cible principale, ça marche assez bien, du coup. Voilà. Et alors, pour finir, un gros morceau qui est la photographie, qui est quand même une des grandes spécialités de la médiathèque. On conserve à peu près 700 fonds photographiques et 250, c'est évidemment des estimations, qui concernent les monuments et les sites. Et de la même manière que pour les dossiers et les plans, il y a 2 grands types de producteurs, l'administration des monuments historiques, depuis 1830, et les architectes, qui produisent des photographies. Donc, on fait rapidement un tout petit peu d'histoire. La première date pour la photographie chez nous, c'est 1851. C'est la mission héliographique du nom du procédé technique, la commission des monuments historiques, qui a été créée depuis 1937-1951, je vous laisserai faire le calcul, se saisit de la photographie pour repérer les monuments susceptibles d'être protégés et pour suivre les travaux qui vont s'y dérouler. Elle a bien compris l'intérêt de la photographie par rapport à la gravure ou à la peinture, et elle choisit 5 personnes avec une liste de monuments. Elle les envoie dans toute la France. Et ils reviennent avec leur négatif puis leur tirage. Il y en a tout de suite 250, mais ô combien précieux. Donc, 1851, la mission héliographique. Et évidemment, comme nous sommes au début de la photographie, ces personnes, en fait, sont devenues des très grands photographes. Donc, ce fonds de la mission héliographique a une double valeur, à la fois pour les monuments historiques et pour l'histoire même de la photographie. Donc là, vous avez quelques photographies choisies. Alors, pour la petite histoire, celui de Beldus, en fait, c'est un photomontage parce que vous n'avez pas de chambre photographique aussi grande. À l'époque, on est à échelle 1. Si la photographie fait 1 mètre, on va dire que c'est 1 mètre, il faut que votre chambre photographique fasse 1 mètre. Donc, en fait, il a fait plusieurs photographies et ensuite, on voit les traces où il a recollé, si on peut dire, en fait, les photographies entre elles. Donc, comme quoi, on dit souvent, mais les trucages, c'est dès la naissance de la photographie. Voilà. Et la commission, en fait, a tout de suite compris ce que je vous disais, que la photographie serait très utile pour documenter les monuments. Et elle s'est mise à constituer une collection presque dès le début, parce que dès 1877, elle demandait au préfet, quand il repérait les monuments à protéger, de joindre au dossier une photographie. Donc, en termes de constitution de nos collections, on a le papier et la photographie quasiment en même temps. Elle s'est longtemps interrogée pour savoir si elle allait s'attacher des photographes, en faire vraiment, j'allais dire, un poste à temps plein auprès d'elle ou pas, ou si elle allait ponctuellement demander à certains ou monter un réseau de correspondants. Donc, en fait, elle a fait un peu de tout ça à la fois, soucieuse d'économiser son argent. Donc, vous avez la constitution d'un réseau qui se fait dans toute la deuxième partie du 19e siècle, à tel point qu'on estime que début 20e, il y a au moins un référent par département qui envoie ou qui fait acheter des tirages pour la commission des monuments historiques. Donc, cette collection, d'ailleurs, elle la commercialise en partie. Il y a un photographe qui est chargé de l'exploiter. C'est l'ancêtre de la RMN, on peut le dire. Voilà, qui a été médériqueusement au début, puis bon, ça a évolué. Donc là, vous voyez en fait les différentes photographies qui pouvaient être prises et transmises à la commission et qui sont aujourd'hui dans nos fonds, qui sont numérisées et mises en ligne. Et vous voyez aussi que ça a de l'importance aussi pour la suite, quand on connaît son histoire du XXe siècle, au moment des conflits, ces grandes campagnes en fait, et ce travail de relevé photographique que la commission avait initié a été particulièrement important au moment de la reconstruction, puisqu'on avait les photographies des monuments avant. Il était plus facile de se lancer dans la restauration.
Et vous voyez aussi là le chantier de la cathédrale de Reims. Reims fait partie des fonds qui sont surreprésentés à la fois en plan, en documents textuels et en photographie. Et pour le chantier de reconstruction aussi. Là, c'était aussi un petit rappel pour vous dire que certes, la commission s'engage directement en créant ce réseau de correspondants photographiques, mais qu'elle achète aussi des fonds de photographes au fur et à mesure du temps. On continue cette politique d'achat de fonds photographiques sur le patrimoine, donc soit en intervenant très ponctuellement sur le marché de l'art, en concertation évidemment avec toutes les autres institutions, parce qu'il y a un calotype, un daguerreotype qui représente un état inédit d'un monument protégé, soit en récupérant des commandes photographiques faites par l'État qui ont trait au patrimoine. Typiquement, il y a une commande photographique en cours sur les charpentes des cathédrales, et ça, il y en aura évidemment, elle sera déposée ensuite à la médiathèque. Alors, quelle photographie on prenait à l'époque? C'était juste, en fait, on en prenait très peu parce que ça coûtait cher. Et donc, du coup, il fallait pouvoir restituer un monument en 3 clichés. Et donc là, vous avez un exemple de ce que Mieusement a fait pour la cathédrale de Montauban. Vous avez une vue extérieure de la façade. On essaye qu'elle soit la plus large possible. Et vous avez une vue intérieure vers le chœur et depuis le chœur. Voilà, c'est 3 photographies pour un monument. C'est de la sobriété numérique, je ne sais pas, avant l'heure. Et avec le plus, en essayant de ne pas avoir d'effets déformants. C'est à peu près ça. Alors là, c'était pour la photographie qui sert à illustrer des événements extraordinaires, puisque vous avez la photographie, la campagne, le relevé systématique, et la photographie à l'occasion d'événements très ponctuels. Un exemple de fonds qui est récemment entré à la médiathèque, qui est le fonds Klaus Freckmann, sur du patrimoine un peu particulier. Alors, j'en parlais avec ma collègue de la photographie qui me disait Freckmann est très connu pour son fonds de maison à pans de bois. Et voilà la photographie que j'ai trouvée. Donc, croyez-moi sur parole. Voilà. Et après, là, pour finir, c'est la photographie comme outil pour les architectes du patrimoine. Comment est-ce qu'ils se servent de la photographie et comment ils la produisent? Alors, en fait, au début, ils s'en servent pour se documenter sur les monuments dont ils ont la charge, puisque les architectes en chef, en fait, se répartissent la France. Il y a 37 circonscriptions. Ils se répartissent les zones un peu sensibles. Il n'y en a pas un qui a tout Paris, par exemple. Il y a quelques monuments qui sont affectés comme ça en dehors de la circonscription. Et on voit que certains architectes prennent la peine de se constituer vraiment de la documentation photographique par édifice. Ils vont reconstituer des photographies. Alors parfois, c'est des copies de nos propres fonds. Et ils sollicitent en fait l'administration des monuments historiques pour avoir copie des photographies ou ils les prennent eux-mêmes. Ça, c'est l'exemple de l'architecte Naudet. Ça, ensuite, c'est ce qu'on a appelé, nous, les notes visuelles. Alors, pardon, du coup, parce que j'ai beaucoup fait sur ce côté-là. C'est les notes visuelles pendant le chantier, en fait. Comme les chantiers peuvent s'étirer sur de longues années, il y a un vrai intérêt pour eux à documenter leur chantier aussi, pour garder trace des partis pris qu'ils ont faits. Donc, ils doivent se justifier auprès de l'administration des monuments historiques. Donc là, vous voyez de la photographie qui est parfaitement légendée. Hein. Regardez, il y a à chaque fois des légendes, pour tout, on a des dates. C'est de la photographie qui est très précieuse. Alors là, c'est un exemple très poussé de Waldschmidt, un architecte qui a lui-même fait un ouvrage, vraiment avec les vues qu'il a prises ou qu'il a fait prendre de ses opérations. Et donc là, c'est un régal pour tout le monde, en fait, à la fois pour l'archiviste, celui qui doit traiter le fond, pour le chercheur, parce qu'on sait exactement quoi et où et quand. Donc une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, c'est bingo, si j'ose dire. Donc ça, c'est quelque chose qui court jusqu'aux années 80. Les architectes manifestent vraiment une grande maîtrise de la photographie. À partir des années 80, c'est un peu plus flou parce que c'est le moment aussi où on impose, souvenez-vous, la production de ces 3 documents, études, projets architecturaux et techniques, et dossiers documentaires des ouvrages exécutés. Et c'est le moment où la photographie devient plus facile. Ça faisait un peu de temps déjà, mais où à peu près tout le monde peut faire la photographie, on la glisse dans ces documents, et donc le risque qu'on voit dans tout domaine en archives, c'est l'inflation documentaire. Donc là, on commence à avoir beaucoup de photographies, et du coup, mal contextualisées. Les éléments de légende disparaissent petit à petit. On n'a plus trop la date pour un peu que le chantier court un peu, on ne sait pas si c'était au début, au milieu ou à la fin. Et le pire, c'est ça.
divers. Et donc là, vous avez beaucoup de photographies, mais on n'a pas forcément pris le soin de noter ce que c'était, quand c'était, si c'est l'architecte qui a pris la photographie, si voilà. Donc ça m'a fait beaucoup rire tout à l'heure quand on parlait des milliers de photographies qui arrivaient aussi des services techniques. Voilà. On a un peu la même chose sur les architectes aussi. Et alors selon les cas, où la photographie est dans le dossier, où elle est à la fin de tout, donc vous avez un bloc photographie. Donc voilà, les versements sont toujours plein de surprises et c'est à nous après de reconstituer les choses. Et on a eu d'ailleurs de bonnes surprises une fois parce qu'on a récupéré un fond de la Vienne et on s'est rendu compte que dedans il y avait une campagne photographique de 1905 qui nous arrivait au début des années 2000. Et le fond avait été comme ça passé d'architecte en architecte. Ça, c'était la bonne surprise. Mais parfois, on a des trous et on ne saura jamais pourquoi. Alors du coup, que faire quand on a notre photographie qui arrive? Nous, on oscille entre deux tendances, qui est où on laisse la photographie avec les dossiers de travaux papier, parce que c'est le complément naturel, ou alors on l'extrait pour des raisons de conservation, et du coup, on perd un peu ce lien. Donc au début, on a plutôt extrait. Là, vous voyez d'un côté ce qui est géré par le département des archives et de l'autre ce qui est géré par le département de la photographie. Alors, est-ce que c'est perdu à tout jamais? Pas du tout, parce que du coup, dans notre travail d'indexation, on va les relier tous les deux automatiquement. Parce que chaque monument historique en France a un identifiant unique qui est donné en fait par la médiathèque, qui est très simple. Pour ceux qui maîtrisent la base POP, c'est quelque chose qui commence par les lettres PA plus 8 chiffres. Voilà, donc ça, il est unique. Donc vous avez bien compris que si, quand on décrit votre document d'archive, vous mettez ce PA à la fin et que vous faites la même chose au département de la photographie, quand vous interrogez votre base, il va vous indiquer en fait les deux. Voilà. Donc ça, c'est le point de pivot absolu chez nous, qui fait qu'on peut physiquement séparer les documents, on les retrouvera toujours. La seule différence, c'est qu'un dossier d'archives, justement, il est décrit au dossier. Ça, vous avez l'exemple derrière moi. Et une photographie sera toujours décrite à la pièce en ligne. Voilà. Donc, sur la base POP, vous avez une photographie unique, individuelle, avec, alors c'est pareil, croyez-moi, mais la photo elle-même. Et sur la base archive, vous aurez juste mention du dossier qui va vous dire, là vous voyez, nature du document, archive, photographie. Donc, vous ne savez pas si on a une, si on a 50. Voilà, c'est la différence de traitement chez nous qui répond à la différence de statut de conservation. Mais en même temps, vous retrouverez toujours en fait les deux par ces travaux de la base archive. Voilà, en quelques mots, pardon pour la conclusion un peu abrupte. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et si vous avez la moindre question, de toute façon, sur nos deux bases, il y a un bouton « Contactez-nous » qui est vraiment le bouton « Aide » et ça arrive directement dans nos boîtes mail. Donc, normalement, vous avez une réponse dans les 48 heures. Au moins, pour vous dire de venir à Charenton-le-Pont consulter les documents en salle de lecture. Merci.